Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. La rue gronde pendant que le Parlement débat de la loi des finances. À l'appel des militaires retraités, des juges, des enseignants et des fonctionnaires, une vague de mobilisation secoue le pays pour dénoncer une nouvelle fois l'effondrement des revenus et l'absence de réponse dans le budget 2026. Entre routes coupées et grèves massives, la pression monte sur les autorités. Alors que les députés examinaient le projet de budget 2026, des centaines de militaires retraités se sont rassemblés au centre-ville pour dénoncer ce qu'ils appellent une mise à l'écart de leurs droits. Pensions jugées insuffisantes, indemnités gelées, pouvoir d'achat en chute libre, les manifestants réclament une reconnaissance concrète de leurs années de service. Les citoyens libanais et plus précisément les employés et les retraités du secteur public vivent sous le seuil de pauvreté depuis que l'État et la Banque centrale ont volé leurs dépôts. La communauté internationale est restée au banc des abonnés absents. Nous voulons dire aux députés que nous avons nous-mêmes élus, vous êtes nos représentants et donc que vous êtes obligés de faire parvenir nos demandes et de les défendre. Mon salaire de retraité est de 280 $ avec toutes les aides non légales que l'État nous donne ne me permettent même pas de payer le loyer d'un appartement. La tension est montée lorsque les manifestants ont tenté d'interpeller les députés se rendant au Parlement. Dans le nord du pays, l'autoroute de Shikka a été bloquée par des pneus brûlés, paralysant la circulation pendant plusieurs heures. Mais la contestation ne se limite pas aux retraités. Les juges ont lancé un arrêt de travail, les enseignants sont en grève et les fonctionnaires multiplient les actions, dénonçant un budget qui, selon eux, ignore la crise sociale. Les enseignants du secteur public sont au bas de l'échelle sociale. Nous sommes ici pour demander nos droits les plus fondamentaux. Nos salaires ne nous permettent même pas de mener une vie respectable. Sans cela, plus personne ne voudra enseigner. Et sans enseignants, la société libanaise est vouée à l'échec. Les écoles publiques sont complètement paralysées. L'éducation devient exclusivement accessible aux élites dans les écoles privées. Résultat, tribunaux, écoles et administrations fonctionnent au ralenti. Un mouvement de colère généralisé qui place le gouvernement et le Parlement sous une pression croissante au moment même où ils tentent de boucler une loi de finances déjà très contestée. La pression monte autour de l'Iran. Alors que la répression des manifestations a déjà fait des milliers de morts, les États-Unis déploient un porte-avions dans le Golfe. Donald Trump évoque désormais une armada face à Téhéran qui met en garde contre toute intervention, une nouvelle escalade aux lourds risques régionaux. Le porte-avions américain Abraham Lincoln et son groupe de combat sont arrivés dans le Golfe officiellement pour garantir la sécurité régionale. Mais le message est politique autant que militaire. Donald Trump assume la démonstration de force. Il a déclaré au site Axios « Nous avons une grande armada près de l'Iran, plus grande qu'au Venezuela. » À Téhéran, le ton est tout aussi ferme. Les gardiens de la révolution assurent que l'Iran ne tolère aucune menace contre sa sécurité nationale. Un immense panneau anti-américain a même été installé dans la capitale, montrant un porte-avions ciblé par des missiles avec ce slogan « Qui sème le vent récolte la tempête ». La diplomatie iranienne avertit que cette accumulation de forces étrangères ne dissuade pas, mais rend au contraire les navires américains vulnérables. Dans la région, les inquiétudes grandissent. Les Émirats arabes unis, proches alliés de Washington, affirment qu'ils n'autoriseront pas leur territoire à servir de base pour une attaque contre Téhéran. Cette escalade intervient alors que Téhéran est déjà secoué par une répression sanglante. Selon une ONG, près de 6 000 personnes ont été tuées et plus de 41 000 arrêtées depuis le début des manifestations. À des milliers de kilomètres de Téhéran, c'est depuis Londres que se joue une partie essentielle de la bataille de l'information. Alors que l'Iran est plongé dans un blackout total et une répression sanglante, une chaîne en persan, Iran International, continue de diffuser les images et les témoignages venus du pays. Menacés, surveillés, parfois agressés, ces journalistes disent pourtant vouloir continuer à montrer la vérité, plongés au cœur d'une rédaction sous pression.
Dans un immeuble ultra sécurisé de l'ouest de Londres, les journalistes d'Iran International travaillent jour et nuit. Leur mission, raconter ce qui se passe en Iran malgré le silence imposé par les autorités. Depuis le 8 janvier, Téhéran a coupé presque totalement Internet. Mais des milliers d'Iraniens ont quand même réussi à faire parvenir des vidéos, des messages et des témoignages à la chaîne. Des images de manifestants abattus, de blessés, de corps entassés. Farnouch Faraji, journaliste numérique, passe ses journées à vérifier ces contenus. Elle vient en exil depuis plus de 10 ans. « C'est horrible, mais je dois continuer. C'est mon devoir envers mon peuple », dit-elle. Selon la chaîne, plus de 36 000 personnes auraient été tuées le 8 et 9 janvier. Un chiffre plus élevé que celui des ONG, mais tous s'accordent sur l'ampleur du massacre. Iran International, fondée en 2017, revendique jusqu'à 40 millions de téléspectateurs par semaine en Iran et dans la diaspora. Elle est devenue une source majeure d'informations pour les Iraniens, mais aussi une cible. La chaîne est classée organisation terroriste par Téhéran. Ces journalistes reçoivent de menaces régulières. Le rédacteur en chef, Reza Mohaddis, a reçu récemment un message annonçant qu'il serait tué et que le bâtiment serait attaqué. Certains ont vu leurs proches arrêtés en Iran pour faire pression sur eux. Un journaliste a même été agressé à Londres l'an dernier. Malgré tout, la rédaction continue d'émettre. Nous existons pour montrer la vérité, affirme Reza Mohaddis. Une vérité que le régime iranien tente par tous les moyens de faire taire. « 2 milliards de consommateurs, des milliards d'euros d'échanges et un signal politique fort dans un monde sous tension. L'Union européenne et l'Inde viennent de conclure un accord de libre-échange historique présenté comme l'accord de tous les accords. Un partenariat stratégique qui vise à sécuriser les échanges, réduire les droits de douane et peser face aux grandes puissances. À New Delhi, l'Union européenne et l'Inde ont scellé un accord historique. Après plus de 20 ans de négociations, les deux partenaires créent la plus vaste zone de libre-échange jamais conclue. Un marché commun de 2 milliards de personnes qui représente près d'un tiers du commerce mondial. Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, c'est un moment clé. L'Europe et l'Inde ont fait l'histoire aujourd'hui, a-t-elle déclaré, parlant de l'accord de tous les accords. Concrètement, l'accord prévoit une baisse massive des droits de douane. Les voitures européennes verront leurs taxes chuter de 110 à 10%. Les vins passeront de 150 à 20%. Et de nombreux produits alimentaires comme le chocolat ou les pâtes seront totalement exonérés. L'objectif est de faciliter les échanges et relancer la croissance des deux côtés. En 2024, les échanges UE-Inde ont déjà atteint 180 milliards d'euros. Bruxelles espère désormais doubler ses exportations vers l'Inde. L'économie a la croissance la plus rapide du G20. Mais l'accord va au-delà du commerce. Il inclut aussi la mobilité des travailleurs et des étudiants, ainsi qu'un pacte de sécurité et de défense. Dans un monde marqué par les tensions avec la Chine et les guerres commerciales américaines, Bruxelles et New Delhi affichent une volonté commune, celle de construire un partenariat stratégique durable, un choix économique, mais aussi géopolitique. Dans le cadre du centenaire de la télévision dans le monde, France 24 a réalisé un reportage consacré à Télé-Liban entre mémoire audiovisuelle, archives historiques et défis de modernisation. Un regard porté sur l'évolution de la télévision publique libanaise dans un contexte régional en pleine mutation. Je vous propose donc de regarder ce reportage signé France 24. Des images en noir et blanc, des voix d'archives, des moments qui ont marqué des générations entières. À Télé-Liban, la télévision n'est pas seulement un écran, c'est une mémoire collective. Dans les couloirs de la chaîne publique, le passé et le présent se croisent chaque jour. Ici, des milliers de cassettes, de bobines et de formats anciens dorment encore sur des étagères. La télévision libanaise a commencé en 1969. C'est un fonds de 70 000 cassettes, 5 000 bobines de 2 pouces. Nous avons des 16 mm, des Umatic, des Betacam. Tout ça traduit le patrimoine du Liban. L'histoire de Férouz, l'histoire de Baalbek, les événements
politiques qui se sont déroulées ici au Liban. Ce patrimoine, Télé Liban veut désormais le faire reconnaître à l'échelle internationale. Un dossier a été envoyé à l'UNESCO pour une candidature au registre de la mémoire du monde. Pendant que les archives sont sauvegardées, la chaîne continue de vivre. Chaque matin, les émissions sont diffusées en direct, une machine qui ne s'arrête jamais. Depuis moins d'un an, une nouvelle direction est aux commandes. Depuis ma nomination à la direction de Télé Liban, je me suis mise en tête plusieurs objectifs qui joignent l'héritage à la modernité. Parmi ces objectifs, bien sûr, c'est la transition aux techniques de Télé Liban. Cette régie, par exemple, sera modernisée. On passera de SD à Full HD. Mais aussi la mise en place d'une grille des programmes complète et homogène. Mais pour comprendre Télé Liban, il faut aussi revenir là où tout a commencé. Dans cette régie, aujourd'hui désaffectée, le temps semble s'être arrêté. Les consoles, les moniteurs, les anciens équipements sont toujours là. C'est ici que des centaines de programmes ont vu le jour. J'ai commencé en tant qu'assistant et plus précisément assistant réalisateur. J'ai travaillé sur des séries dramatiques et des séries historiques. Au total, j'ai participé à la production de plus de 1500 épisodes de séries télévisées et parmi elles des séries avec Samira Taoufik et Mahmoud Saïd. Nos séries étaient donc produites localement à Télé Liban puis vendues et diffusées sur les chaînes arabes. 100 ans après la naissance de la télévision dans le monde, Télé Liban continue d'écrire son histoire. Une chaîne publique qui tente de préserver la mémoire du pays tout en regardant vers l'avenir. C'est ici que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.